Bien, je me propose donc de présider cette séance et j'ouvre tout de suite la discussion. En précisant que nous sommes 80 inscrits, donc laïcs et libres penseurs qui participeront ce matin, et certains ne pourront venir que cet après-midi. Et il y a environ 15 départements représentés. Laurent me dit 21. 21 départements. Ouais, 21 départements représentés. Oui, je reprends la parole, excusez-moi, juste pour préciser que j'étais représentant de l'Hérault avec la présidente au congrès des D2N à Paris, et que là aussi, ça a été très clair, l'école publique laïque. Voilà, je crois qu'il y a unanimité de l'ensemble des D2N de France pour aller dans ce sens, faire en sorte de se battre pour éviter les dérives du gouvernement actuel. Il me semble aussi qu'il faudrait parler aussi du statut des enseignants. Il n'y a plus d'école normale, c'est devenu ensuite des IUFM, et ensuite il n'y a plus de formation. Donc ça, je pense que cette défense aussi doit être, accompagne la défense de l'école publique. On va de plus en plus, si on tend de plus en plus, vers une école privée, complètement privatisée, avec des enseignants qui n'auront plus du tout de statut de fonctionnaire, ni plus aucune formation. Moi, je suis issu de l'enseignement spécialisé. Ça a commencé aussi par l'enseignement spécialisé, les attaques. C'est-à-dire que les enfants, avec des grosses difficultés, n'ont pas eu, on leur a supprimé tout ce qui pouvait leur permettre de s'insérer dans une société avec un travail. Et moi, j'ai travaillé en SECPA, c'est-à-dire section d'enseignement général et professionnel adapté, où on formait des gars qui avaient un CAP. L'attaque aussi contre les CAP est terrible. C'est le premier, c'était avant le premier diplôme pour un travailleur. Et ça permettait la grille indiciaire pour tous les autres couches de... Donc tout est lié, il y a une attaque frontale à tous les niveaux. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà, excusez-moi. Qui veut la parole? Tu n'as pas à t'excuser. Hein. Non, je ne m'excuse pas. Je prends la parole. Jacques. Oui, moi je viens de Loire-Atlantique, mais personne n'est parfait comme dit camarade. Mais j'ai milité longtemps en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des notions, y compris pour l'école, mais pas que pour l'école, dans la société, il y a des questions de sémantique qui sont modifiées, mais ce n'est pas de la sémantique pure, mais ça cache des notions derrière. En particulier, enfin, quand j'étais dans le 93, on a mené des rencontres avec des élus, des députés ou même un sénateur une fois. Et quand on parlait justement du serment de Vincennes, que certains ne connaissaient même pas, y compris des élus PS, c'est de ma génération, donc il faut quand même un peu le faire. Mais on ne peut pas en vouloir à ces élus si dans leur parti on ne parle pas du serment de Vincennes, ils ne peuvent pas l'inventer. Hein. Donc ces élus nous disaient « Oui, mais qu'est-ce que vous voulez, l'enseignement privé, ça concourt à l'enseignement général en France ». Et là, c'est la notion qu'on connaît de plus en plus, c'est la notion de partenariat public-privé. La loi de Brest, c'est un partenariat public-privé avant l'heure, hein, qu'on connaît maintenant le développement dans tous les secteurs. Et quand je parlais de sémantique, il y a déjà, ça remonte à beaucoup plus loin. Quand le ministère de l'Instruction publique est devenu ministère de l'Éducation nationale, des fois c'était ministère de l'Éducation tout court. Donc c'est quand même important. Alors nos camarades de Côte d'Or ont eu un bon réflexe et puis une bonne analyse des choses. Parce que effectivement, et comme c'est rappelé dans l'invitation du groupe Victor Hugo à cette réunion d'aujourd'hui, rappelle que la Ligue dans l'enseignement
a maintenu et réclame que la loi Peillon, et en particulier les projets éducatifs des territoires, soient appliqués dans toutes les communes. C'est un mot d'ordre de la Ligue de l'enseignement. Il faut rappeler aussi, parce que cette année, il y a eu le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, qui a lancé le chantier de modification du bac, enfin, en fait, destruction du baccalauréat. Et le baccalauréat est en passant au contrôle continu. Et ça, c'est un mot d'ordre que la Ligue de l'enseignement, c'est eux qui l'ont réclamé, en particulier au Conseil supérieur de l'éducation. Donc on a effectivement faut savoir quels sont nos amis avec qui on doit continuer à mener ce combat nécessaire. Alain a rappelé le serment de Vincennes. Je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux et ne pas sombrer dans des quelconques diversions. J'avais eu écho, et on avait rencontré dans le 93 les DDEN à l'époque avec mon ami Pascal Claes qui est là. Et je crois que ça remonte à 10 ans à peu près. Et ces DDEN du 93 s'étaient battus parce que dans leur propre organisation, et à l'époque, si mes souvenirs sont bons, un des mots d'ordre des DDEN pour leur congrès national, c'était priorité à l'école publique pour les priorités de financement à l'école publique. Nous, ce n'est pas la priorité, encore, c'est fonds publics uniquement à l'école publique. Et je crois qu'il faut revenir à ça et pas sombrer dans des quelconques fusions d'organisations, quelconque appel des laïcs, où on s'unit sans principe et sans revenir à ce qui fonde la défense de l'école publique. Et derrière la défense de l'école publique, c'est défense de la société républicaine. Parce que je dirais que l'école publique, ce n'est pas un service public, c'est une institution de la République. Oui, bonjour à tous. Bon, je suis aussi du 93, donc personne n'est parfait. Je vous rassure, il n'y a pas une offensive du 93 dans cette assemblée. Mais donc je salue Jacques, qui nous a un peu abandonnés, mais bon, on essaye de tenir le flambeau. Je voudrais revenir justement sur ce qu'il a dit concernant sur le partenariat public-privé. Aujourd'hui, mais pas simplement aujourd'hui, ça se généralise aujourd'hui, mais depuis déjà pas mal de temps, ça a pris cette forme insidieuse. Je veux signaler tout simplement le fait que des collègues d'école publique, donc, en tant qu'examinateurs du baccalauréat, sont convoqués dans les écoles privées. Alors, pas plus tard que la semaine dernière, il y a un collègue qui me dit « Mais tu sais ce qui m'arrive ? Je suis convoqué de l'école, alors je ne me souviens plus le nom. Alors, c'est une école juive. Et il est allé voir sur le site, et le projet pédagogique de cette école juive, c'est de faire la promotion du sionisme. » Donc voilà, donc, et ça se généralise de plus en plus. Alors, c'est des écoles catholiques, c'est des écoles juives. Martine a été aussi convoquée il y a 2 ans dans une école juive, et il se trouve que, bon, bien sûr, tous les candidats portaient la kippa, mais ses propres élèves d'une école du 93, des filles qui étaient au lycée du Rincy, pendant toute l'année, on leur a dit très justement d'enlever le voile. Et là, elles venaient composer pour le baccalauréat dans un établissement scolaire dans lequel il y avait des élèves garçons qui avaient la kippa, et alors qu'elles, pendant toute l'année, on leur avait demandé d'enlever le voile. Donc voilà, on est confronté à ce genre de situation. Alors moi, je suis à Paris, et je me pose la question de savoir ce qu'on pourrait faire là-dessus. Écrire au recteur, enfin, je sais pas, prendre une initiative ou intégrer dans la motion, enfin, y compris cet aspect, l'attaque de la laïcité, ça prend différentes formes maintenant. C'est vrai, il y a quelque chose de matériel, des maternelles, c'est central, mais il ne faut pas négliger non plus toutes ces petites mesures insidieuses qui, depuis plusieurs années, sont prises. Et maintenant, malheureusement, chez les collègues, ça devient normal. Je veux dire, puisqu'on fait ça depuis plusieurs années, donc il y a
surtout chez les jeunes, ça pose pas trop de questions alors, quand on discute avec eux. Et je pense que là, il faut vraiment qu'il y ait une information qui soit menée à ce niveau-là aussi. Voilà, je vous remercie. Ça marche? Vous m'entendez? Oui, ça marche. Oui, moi je voulais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit et intervenir sur le problème donc du bac, effectivement, du bac maintenant qui ne sera plus un bac national, avec tous les problèmes que ça pose. Mais je voudrais aussi intervenir sur le parcours supérieur dans l'enseignement supérieur. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps, c'était une enseignante du 9-3 qui intervenait sur France Culture et qui disait que alors tous les élèves des grands lycées parisiens ont déjà une affectation et dans des grandes universités, et des gamins brillants du 9-3 n'ont pas d'affectation, ou bien alors on leur donne comme affectation un BTS, un IUT, en tout cas pas une université où ils vont pouvoir passer par un master, etc. Donc, je pense que là aussi, pour nous, c'est vachement important d'en parler, parce que c'est la fin de l'égalité républicaine. Hein. On a tous bénéficié, moi je suis relativement âgée, et j'ai bénéficié ce qu'on pourrait appeler l'ascenseur social. J'ai pu faire des études longues, parce qu'on avait ces possibilités-là, parce que aujourd'hui, les gamins des milieux les plus défavorisés sont pieds et poings liés, seront coincés, ne pourront pas avoir accès à l'enseignement supérieur dans de bonnes conditions. Et je pense que ça, c'est important. Il y a une deuxième chose que je voulais dire et qui peut être une idée à réfléchir. Hein. J'avais envisagé comme intervention, quand avec Alain, quand Alain m'a proposé cette journée du 16 juin, j'avais envisagé de travailler sur un sujet, sur l'éducation, sur les programmes, les réformes scolaires face aux neurosciences. C'est-à-dire réfléchir aujourd'hui à la manière dont on enseigne à nos enfants, qui sont contraires totalement. Hein. Aujourd'hui, il y a des scientifiques qui vous prouvent que ce qu'on fait aujourd'hui dans l'enseignement, c'est totalement contraire à l'évolution normale de nos enfants. Et je pense qu'il y aura un vrai travail à faire, un vrai travail scientifique de recherche sur les neurosciences et ce qu'apportent les neurosciences et qui contredisent complètement. D'ailleurs, je vous donne bêtement un exemple. Hein. On revient dans l'enseignement. Enfin, moi, je ne suis pas instit, je suis médecin, donc bon, voilà. Mais j'avais entendu aussi des neuroscientifiques qui disaient qu'on revient au bœuf à bas dans la lecture parce que c'est ce qui développe le mieux le cerveau de nos enfants. C'est-à-dire qu'on a créé quand même, et moi je le vois en tant qu'ophtalmo, on a créé des générations de gosses qui ont des gros problèmes, d'énormes problèmes. Le nombre de gosses qu'on voit qui sont dyslexiques, qui remplissent les cabinets des orthophonistes, ça pose un vrai problème. Donc je pense que nous, en tant que libre-penseurs, on a ce devoir de réfléchir et surtout de faire ces recherches scientifiques, de travailler de manière très précise. Moi, j'ai peut-être une manière particulière de voir les choses, mais je pense que là, c'est vraiment un travail de fond qu'on doit faire sur ces questions-là. Et je vous propose ici qu'on se penche tous sur cette idée, cette histoire des neurosciences, hein, comment on peut faire évoluer les choses. Ça marche plus, si ça marche, voilà, hein, et qu'on pense tous et qu'éventuellement notre prochaine réunion, ici ou ailleurs ou peu importe, puisse se poser sur ces questions-là. Voilà, hein, parce que je pense que là, on est vraiment dans la fin de l'égalité républicaine, dans la fin de l'égalité pour nos gosses. On a des enfants, effectivement, des enfants qui sont issus de milieux favorisés s'en sortiront toujours parce qu'ils ont des possibilités. Les gosses des milieux défavorisés, c'en est fini de leur possibilité de s'en sortir. Merci Michel. La parole maintenant est à Stéphane. C'est qui Stéphane? Qui est Stéphane? J'avais marqué Stéphane, je marque Yvan Bourris tout de suite ensuite. Stéphane Gesley. Qui est Stéphane?
Stéphane Gesley. Hein? Ah, excuse-moi. Tu avais demandé la parole. Parce que ça me les désynchronise. Donne-lui. Voilà, je m'appelle Éric Arnaud, du 84, hein, du Vaucluse. Voilà, ben, je voulais intervenir par rapport à ce qui a été dit aussi. Je trouve que le débat est intéressant. Par rapport à ce que disait la première camarade là, sur les diplômes et ce que tu disais aussi, effectivement, c'est la catastrophe. Moi, je travaille en essai professionnel. Et donc, effectivement, il a eu raison d'intervenir sur la question des CAP, puisqu'aujourd'hui, c'est la disparition effectivement des CAP et de tous les diplômes pour les remplacer aussi de plus en plus par des blocs de compétences. Ça veut dire on revient au livret autrefois ouvrier, là où il y avait des compétences, c'est plus diplôme. C'est les entreprises au niveau local qui valident ces blocs de compétences, et donc il n'y a plus aucune notion de diplôme national. Donc voilà, ça c'est très grave. C'est bien d'y revenir, et c'est vraiment fait pour, au bout du compte, que les enfants de la classe ouvrière reviennent à une espèce d'état esclavagiste, voilà, une forme d'esclavagisme. Voilà. Donc ça c'est important. Et le lien, après on le fait très facilement avec le reste, c'est-à-dire avec le cléricalisme. Oui, il faut qu'il retombe dans les bras de l'Église. Je crois que ça c'est le deuxième volet de ce qu'ils veulent faire, les déqualifier, leur donner aucune perspective, et puis après surtout qu'il est décérébré dans les bras de l'Église. Alors on parle de l'école maternelle. Moi j'ai un exemple aussi dans mon établissement, donc un exemple très récent. Puisque moi je suis en lycée professionnel, et nous avons actuellement des préparations pour préparer au concours d'infirmiers. Et là, on a demandé cette année d'ouvrir une préparation pour des moniteurs sociaux, éducateurs spécialisés, etc. Après, c'est des formations après le bac, c'est gratuit, puisque c'est dans le cadre d'un lycée public. Et donc la prépa infirmière, elle existe déjà. Et là, il était question d'ouvrir cette prépa moniteur social. Donc le rectorat avait validé l'ensemble avait été très favorable à ce qu'on ouvre. Et puis, donc on avait tout préparé, toutes les plaquettes, etc. Et puis, badaboum, au dernier moment, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, qu'on n'aurait pas la formation, et que c'est un établissement privé confessionnel catholique qui récupère la formation. Voilà, payante, 1 800 €. D'accord? Bon. Donc il y a eu une déclaration, j'ai lu une déclaration au conseil d'administration de mon établissement, considérant que c'était grave, puisque moi, il nous paraît bien sûr évident que pour préparer des jeunes à ces métiers-là, du social, je crois que la laïcité, c'est quelque chose de fondamental. Surtout que dans cet établissement privé, ils organisent des pèlerinages à Lourdes, voilà. Et sur leur site, ils mettent attention, tous les jeunes qu'on monte, on les prépare pour brancarder les malades, là, etc., à Lourdes, etc. Donc vous voyez un petit peu, voilà où on va envoyer nos jeunes, d'accord, de cet établissement-là, pour les faire la piqûre et les faire. J'ai une expression, c'est le miracle comme thérapeutique peut-être, qu'ils ont inventé. Bon. Et en même temps, quand même, attention, parce qu'on a parlé de l'État tout à l'heure, avec de ce que fait l'État, au niveau de blanqueur de l'école, mais aussi les régions, qui ont de plus en plus de rôle. Parce que derrière tout ça, c'est quand même un choix de la région. C'est pas le choix du rectorat, parce que cette formation, c'est la région qui l'a attribuée. Donc en fait, ça a été un coup de Trafalgar plutôt de la région et pas de l'État, là. Et bien entendu, qu'est-ce qu'on a pu, en feuilletant un petit peu les brochures de la région, j'ai pu voir que le président de la région, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, avait fait déclaration en décembre 2017, disant qu'il souhaitait augmenter le budget des lycées privés de plus 1,7 million €. Voilà, en disant qu'il voulait faire un budget militant, engagé, etc., avec des choix clairs. Ben oui, voilà un choix qui est très clair. Ça s'est manifesté en termes budgétaires et ça s'est manifesté plus tard contre nous. Voilà. Alors, on a fait voter cette motion. Alors là, je crois que c'est la première fois que je vois que même l'administration du lycée a voté pour le maintien, le renouvellement de la demande pour qu'on ait cette formation. Et ironie de l'histoire, même le représentant de la ville d'Orange, mais là, il ne doit pas être bien intelligent, c'est le fils du maire en plus d'Orange. Vous voyez un petit peu l'Amérique que c'est quand même.
Hein, eh bien, il a voté pour. Alors là, j'ai rien compris, c'est que bon, mais ils sont pas intelligents, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Voilà, oui. Donc bonjour, je suis du département du Var. Je voulais dire simplement, faire deux remarques. L'une à propos des écoles maternelles. Il y a un aspect l'aspect financier a été évoqué, mais il y a aussi une question, c'est de livrer des enfants dès l'âge de 3 ans à l'institution catholique. Je trouve que c'est quand même un vrai problème de livrer les enfants donc à l'école privée catholique, parce que c'est quand même bien ça qu'il s'agit aussi. Et la deuxième chose, c'est ce qui a accompagné depuis des années, enfin c'est quand on voit sur des années ce qui s'est passé dans l'enseignement, moi j'enseignais en lycée, au collège, eh bien c'est quelque chose que je raconte souvent. Quand j'ai commencé moi à enseigner le français, donc en 6e, le professeur avait 9 heures devant les élèves. Et aujourd'hui, cet horaire a été quasiment divisé par 2. Et ce n'est pas spécifique au français. Hein. Je pense que dans les mathématiques, pour les mathématiques, c'est pareil. Dans les collèges, avec la loi Bayrou, il y a des horaires différents suivant les établissements, puisque le projet d'établissement détermine les horaires dans une espèce de fourchette qui fait que, en allant de la 6e à la 3e, par exemple, eh bien, des élèves peuvent se retrouver en ayant perdu une année scolaire, puisque 1 ou 2 heures de moins dans un horaire disciplinaire sur les 4 ans que dure le collège, eh bien, ça fait une année scolaire d'enseignement en moins. Et donc, je pense que c'est un des facteurs qui permet d'expliquer toutes les difficultés des enfants qui sont confiés à l'institution. Voilà. Merci. Je m'arrête là. Rappelle-moi ton prénom, c'est Daniel. Donc maintenant la parole est à donc François Standa. Bonjour, je suis donc François Stanner du département de la Somme. Alors, je suis président de la Fédération de la Somme de la Libre Pensée qui a décidé de se désaffilier de la Fédération nationale à la fin de l'année dernière. Et on enregistre déjà dans notre fédération un adhérent de plus que l'an dernier, comme quoi les choses vont très bien sans être... en étant libéré du joug de la Fédération nationale. Je voudrais commencer mon propos par une petite précision par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Alain, mais je suis sûr que ses paroles ont dépensé sa pensée. Il a indiqué tout à l'heure que la loi de Bray ne s'appliquait pas à l'école maternelle. Alors, il faut préciser les choses. Il y a déjà des choses dans la loi de Bray qui s'appliquent à l'école maternelle, puisque les enseignants des écoles privées de l'école maternelle sont déjà, depuis la loi de Bray, financés par l'État. Ce qui change avec l'obligation scolaire à partir de 3 ans, c'est que l'ensemble des communes va devoir payer les ATSEM pour les classes maternelles des écoles privées et financer, comme pour les écoles privées, donner temps par élève aux enfants de maternelle privée. Et c'est vrai que ça va être un coût exorbitant pour les communes. Mais les enseignants des écoles privées maternelles sont déjà financés par l'État. Et c'est intéressant de le préciser parce que la Fédération nationale qu'on a eu le plaisir de quitter avançait que, à partir de cette nouvelle projet de Macron, de ce nouveau projet Macron, les enseignants de maternelle allaient devoir être financés par l'État, comme quoi ces chantres qui se disent, enfin les spécialistes de la laïcité font parfois des erreurs. On a aussi parlé des enfants de moins de 3 ans. Dans la Somme, écoutez, en l'an 2000, il y avait 40% des élèves de moins de 3 ans qui étaient scolarisés.
40%, même un peu plus. À un moment, on est arrivé à 41%. Et bien sûr, ça a diminué depuis. Et c'est vrai que maintenant, on nous dit qu'il faut réserver la scolarisation des enfants de moins de 3 ans aux quartiers en REP, hein, en réseau d'éducation prioritaire. Écoutez, déjà, ça, c'est plus l'égalité républicaine, parce que dans les faits, on le sait bien, il y a des quartiers qui sont en REP, qui sont parfois pas plus difficiles que d'autres quartiers qui ne sont pas en REP, parce que bon, l'État, à ce moment-là, a décidé de placer tel secteur de collège en REP et pas tel autre. Mais on voit bien, hein, parfois, c'est le même quartier est séparé en deux. Il y a une partie qui est en REP, l'autre qui n'est pas en REP. Donc, écoutez, la scolarisation des moins de 3 ans, elle était bénéfique pour tous les élèves, qu'on soit en REP, qu'on ne soit pas en REP. Toujours sur les élèves maternels. Il y a déjà eu, avant cette annonce Macron, la loi Payon a favorisé la scolarisation des enfants d'écoles maternelles dans les écoles privées. Parce que quand les écoles publiques ont été contraintes de passer à 4 jours et demi, les écoles privées ne l'ont pas été. Et un certain nombre de parents, avec le changement de situation et les contraintes qu'apportait le mercredi matin travaillé, ont décidé de mettre leurs enfants dans les écoles privées pour éviter la classe le mercredi matin. Et c'était déjà un cadeau fait. Et l'annonce Macron, c'est un nouveau cadeau. En fait, c'est toujours la même logique depuis 1959. Les lois anti-laïques se succèdent et à chaque fois, l'école publique est grignotée et mise à mal. Sur les statuts des enseignants, il y a une camarade qui avait pris la parole tout à l'heure. C'est vrai que là, on est en train de subir, avec ce que Macron appelle la refondation du contrat social avec les agents publics, donc avec les fonctionnaires, que nous sommes, nous, en tant qu'enseignants fonctionnaires d'État. C'est vrai que le salaire au mérite, les promotions données directement maintenant avec ce qu'on appelle PPCR par la hiérarchie directement. C'est vrai que ce ne sont pas les meilleurs enseignants qui ont les promotions les plus rapides, ce sont les enseignants qui rentrent le mieux dans toutes les contre-réformes successives qui ont lieu depuis une vingtaine d'années et qui font que, en fait, on vide l'enseignant de son substrat, on vide l'enseignement de la véritable instruction que nous, on attend d'un enseignement laïque. Et c'est vrai qu'on a du mouron à se faire par rapport à la réforme du statut des fonctionnaires, hein. Par exemple, le statut de fonctionnaire nous permet quand même une indépendance vis-à-vis du pouvoir dans la refondation prévue. Il est prévu aussi de remplacer les fonctionnaires par des contractuels. Donc, quand on est contractuel et qu'on veut garder son boulot, on a bien intérêt de rester dans le moule. Sinon, on se fait virer, c'est tellement facile. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Alors, je voudrais terminer par 2 points. Écoutez, nous, on a mené un combat contre les crèches publiques. Parce qu'il y avait un cas vraiment particulier dans notre département. Il y avait un maire qui décidait, à chaque période de Noël, de mettre une crèche avec la nativité, là, mais à l'entrée de l'école maternelle. À l'entrée de l'école maternelle. On a rencontré le maire qui nous a envoyé balader. On a alerté le préfet qui nous a envoyé balader. On a alerté le recteur qui nous a envoyé balader. Donc, à ce niveau-là, je sais que c'était un combat de la Fédération nationale de la libre pensée qui est un peu mis sous cloche également. Donc, il y a peut-être aussi un travail à faire à ce niveau-là. Et je voudrais terminer par un point qui est un peu local. Chez nous, chaque 1er juillet, il y a une commémoration du martyre du chevalier Labarre, hein, qui est devenu un symbole du cléricalisme, enfin de l'anticléricalisme dans notre département. Et c'est la manifestation annuelle dans la Somme véritablement anticléricale. Et c'est une association locale d'Abbeville qui organise cette manifestation. C'est l'association, le groupe Labarre d'Abbeville, qui est ami de la libre pensée. Et là, on a appris qu'il y avait une autre manifestation qui était décidée la veille
pour nous punir d'avoir quitté la Fédération nationale. C'est pour ça. Mais c'est aussi un symbole. La Fédération nationale veut diviser les laïcs entre eux, veut casser tout combat laïque. Et je pense que s'il pouvait y avoir un soutien à la manifestation laïque du 1er juillet par l'Assemblée qui nous réunit aujourd'hui, je crois que ce serait un bon soutien à l'association du groupe Labarde à Ville. Merci. Donner la parole à notre camarade Laurent Tribouillard et ouvrir un débat qui sera peut-être assez long. Il est 11h22, donc j'ai comme inscrit Jean-Louis Thénat, Yves Gonzalez et Jean-Paul Gady. Et Michel Barbe. Alors Michel Barbe, il y a 6-7. On n'en ira pas. Donc je vous demande de concentrer votre pensée pour parler. Alors à qui? Voilà. Et ceux qui veulent laisser leur tour pourront laisser leur tour. Jean-Louis, c'est à toi. Il est où Jean-Louis? C'était Lucie. Bon. Ils ne veulent pas prendre la parole. Alors Yves Gonzalez. Il est où Yves? Il est là. C'est bon, merci. Donc moi je suis adhérent du groupe Victor Hugo des libres penseurs de l'Hérault et je considère que nous n'avons pas choisi de nous désaffilier. Nous avons été purement et simplement exclus de la libre pensée. Exclus parce que des assemblées générales ont été organisées par les responsables nationaux de la libre pensée pour venir ici court-circuiter le groupe local du groupe Victor Hugo des libres penseurs de l'Hérault. Et ça, c'est vraiment une volonté d'exclure depuis que, en particulier depuis le meeting de Paris, nous nous sommes séparés de l'appréciation de la Ligue de l'enseignement qui est intervenue dans ce meeting pour expliquer qu'il fallait défendre la loi Peillon sans qu'aucune voix dans ce meeting ne s'élève pour dire que la loi Peillon et la loi Debré, c'était quand même les mêmes aspects de la chose. Donc c'est depuis, nous avons une série, nos manifestations ne sont plus parues dans le bulletin de la libre pensée et les pressions n'ont pas cessé contre Alain Vissec et puis contre nos camarades. Pour aujourd'hui encore d'ailleurs, ils organisent à Béziers une manifestation au Piu-Piu qui a été décidée très tardivement. C'était évidemment pour court-circuiter notre Assemblée générale d'aujourd'hui. Voilà, ça c'était ce que j'avais à dire sur le groupe Victor Hugo. Maintenant, moi je suis retraité de la protection judiciaire de la jeunesse, anciennement l'éducation surveillée. Et c'est important, le mot d'ordre fonds publics à la seule école publique, comme un mot d'ordre central. Parce que la défense de l'école, c'est la base de tout. Et donc, commencer par poser la question de fonds publics à la seule école publique, c'est excessivement important. Ceci dit, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une partie de la jeunesse aujourd'hui qui est détournée de l'école publique. Alors, certaines avec des arguments médicaux qui sont tout à fait normaux, pour être orientés vers des établissements qui initialement étaient des établissements publics. La loi de 1945, par exemple, qui a mis en place la protection de l'enfance en danger, avait désigné les services de l'éducation surveillée pour prendre en charge les gosses qui se marginalisaient à l'école. Ces services, après, il y a eu la loi de protection de l'enfance, l'article 375, sur les enfants handicapés, etc., ou qui avaient besoin d'une aide, qui a dévolu aux conseils généraux, enfin c'est maintenant au service de la solidarité, le soin de prendre en charge ces enfants-là. Et là encore, au départ, il y avait volonté de mettre en place des établissements laïques, publics, financés par l'État. Petit à petit, et avec la départementalisation, et puis maintenant avec la loi de territorialisation, c'est encore pire, toute cette partie-là de l'enfance est de plus en plus prise en charge par des établissements privés, sous forme associative ou autre. Les formules ne manquent pas. Voilà, donc moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une partie de la jeunesse qui, de toute façon, échappe à l'école publique. Un petit peu comme ça se passe au niveau universitaire. Vous voyez le nombre de gosses aujourd'hui qui n'ont pas encore passé le bac, et ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir se diriger vers l'enseignement qu'ils souhaitaient, mais ils vont être obligés de choisir des... Eh bien, c'est pareil. Quand on a un gosse handicapé,
par exemple, on ne trouve plus d'établissement pour les prendre en charge. D'ailleurs, ni établissement public, ni établissement privé, parce que c'est tout saturé. Donc, il y en a qui mettent un dernier espoir vers réintégrer ces gosses dans l'école publique. Ce n'est pas une solution non plus, parce que ce qui s'est passé dans les années après la guerre, c'est que de plus en plus, l'école publique est devenue sélective, avec les surcharges de classe, avec la déqualification des enseignants, avec la fermeture des écoles normales. On s'est mis à recruter d'une manière différente, et ce qui fait qu'il y a tout un tas de gosses qui n'ont plus eu leur place, tout simplement, dans l'école publique. Moi, je me souviens, je me suis bagarré pour que des chefs d'établissement prennent de mes jeunes dont j'avais la charge et qui étaient tout à fait adaptés au profil de l'école publique. Mais simplement, les profs étaient surchargés. Ils en avaient marre. Ils ne pouvaient pas s'occuper d'un gosse qui était un petit peu différent des autres du point de vue du comportement. Je ne parle même pas des handicapés, mais un gosse nerveux ou des choses comme ça. Et facilement. Voilà. Donc, je m'arrête. Et il y a tout cet aspect-là. Il n'empêche que... pour ne pas rentrer dans ce débat, je dis quand même que la défense de l'école, fonds public à la seule école publique, c'est de là que tout doit partir. Et après, je pense qu'il y a aussi des bagarres à mener pour que ce soit l'ensemble de la jeunesse qui soit formée par l'État et non pas par les associations ou les associations confessionnelles. Bonjour à tous. Je suis de Haute-Vienne et nous sommes 4 de la Fédération de la libre pensée de Haute-Vienne, content d'être ici. Et on voudrait remercier tout d'abord le groupe Victor Hugo, Alain Vissec d'avoir pris cette initiative qui s'inscrit donc dans le libre débat sur aujourd'hui comment combattre efficacement pour des valeurs qui sont les nôtres. Et même si nous ne sommes plus affiliés, ce qui est notre cas au niveau national, puisque nous étions membres de la Fédération nationale de la libre pensée, que nous en sommes partis unanimement, de notre plein gré, il y a 15 mois de cela. Nous l'avons fait, non pas pour nous réfugier dans une autonomie régionale, mais parce qu'il nous semblait impossible que nous restions enfermés, dirigés par un centralisme bureaucratique et des méthodes qui n'ont rien à voir avec la libre pensée, qui en sont même le contraire. Donc nous sommes partis unanimement, et nous sommes beaucoup plus nombreux en 2018 que nous l'étions en 2017, et ce qui nous empêche nullement, bien au-delà, de mener des combats aujourd'hui pour la défense de la laïcité et pour d'autres valeurs. Et mon intervention, qui va être très courte, c'est surtout pour émettre un souhait. Nous sommes venus, et je pense c'est un peu le cas de tout le monde, puisqu'il a été fait état de camarades qui viennent de 21 départements, je crois, pour avoir donc un échange le plus large et le plus libre possible sur aujourd'hui nos combats. Il y a des combats qu'on peut mener localement sans avoir forcément d'attache nationale ou internationale. La libre pensée de Haute-Vienne s'est construite en particulier sur 2 combats importants que nous avons gagnés, y compris en justice, au niveau du Conseil d'État il y a quelques années de cela, contre les ostensions limousines et contre le financement public par les collectivités locales de ces manifestations chrétiennes, catholiques. Et un deuxième combat contre le financement par le conseil régional d'une école occitane, privée, et nous avons également gagné. Donc on peut effectivement mener des combats, voire les gagner localement, régionalement, mais je pense qu'on ne peut pas régionalement et localement faire ce que nous avons à faire les uns et les autres, parce que c'est vrai, c'est la défense de la laïcité, de la loi de 1905, fonds public à école publique, mais c'est aussi la liberté de conscience, c'est aussi la défense du pacifisme et le combat contre l'antimilitarisme, et c'est aussi la sociale avec ce que ça représente aujourd'hui du point de vue des valeurs et d'un gouvernement tout particulièrement qui remet tout en cause. Alors nous sommes venus pour participer de ce débat et voir comment on peut échanger sur les expériences des uns et des autres, laïcité et le reste, et comment on peut prolonger ces échanges après dans un cadre souple, libre. Voilà, c'est un peu ça notre idée. Pour ceux qui le souhaitent, nous avons, un journal départemental qui sort, c'est le 4e numéro, où on traite dans la question des migrants et toute une série d'autres questions. Vous pourrez le trouver là-bas au fond. Mais voilà, c'était pour préciser que voilà, nous souhaitons que cet échange déborde le cadre de ce que nous faisons les uns et les autres là où nous sommes, pour essayer de comment on peut faire ensemble d'autres choses et sur l'ensemble des questions qui ont fait que nous sommes toujours
et rester des libres penseurs aujourd'hui. Très bien. Alors, je vais demander à mon ami Michel Barbe de concentrer sa pensée parce que je sais que il y a toujours beaucoup de choses à dire. Laissez-moi me concentrer un peu avec vous. Michel, je te le demande. Amicalement. Je voudrais qu'on réfléchisse sur ce qu'on fait ici. Est-ce que nous sommes des exclus, des marginaux, des minoritaires? Nous repensons la place que la libre pensée, que les penseurs libres, je suis un penseur libre, dans la libre pensée à reconstruire. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est anormal? Il faut repartir des fondements. Il faut repartir des fondements. La loi de Debré, c'est le synonyme Ve République. Ce n'est pas la loi de Debré dans la République qui serait, elle, normale. C'est la Ve République qui est anormale. Elle n'est pas une république. Si on ne part pas de là, on n'y comprend rien. Ça veut dire qu'on est en train de vouloir extraire de la Ve République ce qui en est l'essence, c'est-à-dire la destruction de la laïcité. Nous sommes des républicains, mais au sens fondamental du terme. Un jour, il y avait quelqu'un qui me disait quelle est la différence entre l'Angleterre et la France. En Angleterre, c'est God save the Queen. Partout, il y a Dieu par terre, tout le monde est protégé par Dieu. La reine est protégée par Dieu, elle protège tout le monde. Et par conséquent, ça descend du ciel. Chez nous, il n'y a rien qui descend du ciel. Il y a deux hymnes qui montent d'en bas et qui montrent qui nous sommes. Le premier, c'est « Aux armes, citoyens ». Vous connaissez un hymne national qui consiste à dire aux enfants « Prenez vos armes ». Mais vous le connaissez, ça, un système pareil? Aux armes, citoyens, prenez vos armes. Et deuxièmement, le deuxième hymne, ça c'était l'hymne de la bourgeoisie révolutionnaire, mais le deuxième hymne, c'est celui de la classe ouvrière révolutionnaire, c'est « Nous ne sommes rien, soyons tout ». C'est l'international. C'est le seul pays au monde où ces deux chansons sont normales. Elles viennent d'en bas. Parce que l'acte 1 de l'effondrement de l'Ancien Régime, quand Louis XVI a perdu sa qualité de monarque absolu de droit divin, c'est quand ce personnage a été obligé d'en appeler aux États généraux. Il n'est plus le roi divin puisqu'il en appelle au peuple. Écrivez vos doléances, vos douleurs. Mais c'était pour les appâter qu'ils écrivent. En réalité, ils demandaient à remplir les caisses de l'État qui avaient été détruites. Par conséquent, l'acte 1 de la Révolution, ça a été que les biens de l'Église ont été nationalisés pour remplir les caisses de l'État. La lutte a été... Je veux conclure. Mais je voudrais savoir ce que je fais ici. C'est ça qui m'intéresse. J'ai fait le déplacement. Je suis un des fondateurs, avec quelques autres, de la libre pensée dans les Bouches-du-Rhône. Et je me suis séparé, pour rester libre pensée, de la pensée de Henri Huil, qui était en train d'exterminer la libre pensée dans les Bouches-du-Rhône, et qui continue ça. Par conséquent, je me pose le problème, non pas de où je suis et qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que nous avons à faire ici. Parce que la loi de Debré, c'est la loi qui exprime ce qu'est la Ve République et qui est parfaitement concrétisée par Macron en ce moment, qui regrette la monarchie, qui dit que c'est à Versailles que la République a été protégée. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Il faut qu'on revienne aux origines. Moi, je suis né athée, je ne suis pas devenu athée. On était athée chez moi, parce que les religions n'avaient aucun sens, aucune signification. Voilà, je conclus, hein, c'est un athée qui conclut, là. Et par conséquent, de ce point de vue, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais il faut revenir aux choses fondamentales. Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui est anormal? La séparation de l'Église et de l'État est normale. Et ce n'est pas la propriété privée d'un petit groupe qui s'appellerait la libre pensée. Ce n'est pas notre propriété. Merci Michel. Charlie, j'ai noté Charlie. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient levé le doigt? Charlie Diaz. Non? Tu avais demandé, hein, c'est ça. Oui. Ensuite, qui seconde?
André et... André et... Tu as assez parlé, Gérard, tu as assez parlé. Marie-Jo, et puis je donnerai la parole à Gérard aussi. Gérard, je te donnerai la parole. Alors, vas-y. Charlie. Oui. Charlie, tu as compris que maintenant... Oui. Je reviendrai d'abord ce que disaient les camarades, parce que on est du groupe Lauragais à Toulouse, où en 2012, au moment des attentats de Toulouse, j'ai démissionné du bureau en tant que secrétaire parce que, en désaccord, je demandais tout simplement au président d'ancienne assemblée de s'adresser au maire de Toulouse pour donner les positions qui avaient la libre pensée. Et le camarade m'a répondu qu'il n'enverrait pas une telle lettre. À partir de là, je considérais que je n'étais plus en mesure d'être membre du bureau et que je démissionnais. Je suis parti tout seul dans mon coin. Quelque temps après, des camarades m'ont rejoint parce que les questions commençaient à se poser différemment, c'est-à-dire la soumission au Parti socialiste d'un côté et à la franc-maçonnerie de l'autre. Il faut être clair entre nous, et il faut dire ce qui est noir et ce qui est blanc. Et ce qui fait que ces camarades m'ont rejoint en me disant « il y a des problèmes qui se posent, est-ce que tu veux constituer un groupe ?» Et effectivement, on a voulu constituer un groupe parce que je voulais me battre à l'intérieur de la libre pensée pour changer ce qui n'allait pas. Parce que je voulais rester libre penseur, et jusqu'à ce moment-là, on m'en empêchait. Et donc, je voulais constituer un groupe pour, effectivement, me battre à l'intérieur du Congrès, dans les fédérations, etc., pour constituer quelque chose d'autre. Et après multiples discussions, multiples aléas, en définitive, ils nous ont empêchés. Notre groupe était constitué, déclaré à la préfecture, mais ils n'ont pas accepté qu'on adhère à la libre pensée. Donc, la question qui est posée aujourd'hui, elle est très simple, mais je pense que, en surface, tout le monde pense la même chose. Il y a 21 départements qui sont représentés, c'est que on nous a empêché quelque part d'être libre penseurs et que nous voulons le rester. Et qu'en même temps, c'est seulement en voulant rester un libre penseur qu'on pourra se battre contre la loi de vrai. La loi de vrai n'est qu'un élément de la libre pensée, n'est pas le seul, et il n'est pas le plus important. C'est parce que nous voulons une société humaine, parce que nous combattons contre la guerre, qu'effectivement, aujourd'hui, nous sommes des libres penseurs. Mais combattre la loi de vrai, c'est également constituer les armes qui nous permettront de la combattre. Regardez, la Ve République, ils ont constitué la loi de vrai comme élément de ce qu'on voit aujourd'hui. Pour l'Église et pour la Ve République et de Gaulle à l'époque de vrai, c'était le début. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas s'attaquer de front à ce qui a été battu, qui avait été gagné par des milliers et des milliers de gens. Donc, ils ont attendu. Et c'est parce qu'aujourd'hui, ce que hier défendait le serment de Vincennes qu'ils abandonnent, c'est parce que ceux qui devraient combattre contre la loi de vrai, contre toutes les lois qui font qu'aujourd'hui la République est en train d'être détruite en miettes, c'est-à-dire morceau par morceau, pas par pan, qu'aujourd'hui ils ne le font pas, font qu'on se trouve dans cette situation. Mais c'est pour ça que nous sommes nous-mêmes dans cette situation. Pour ceux qui devraient combattre contre ça ne le font pas, que nous, aujourd'hui, on est là. Parce que nous voulons nous battre contre ça. Mais parce que les organisations traditionnelles qui pourraient amener à se rassembler contre la loi de vrai, mais qui n'est pas, je veux dire, qui est un seul élément. Il y a tout le reste qui font qu'aujourd'hui ils ne le font pas, qu'il faudra que nous on le fasse. Avec nos petits moyens, nous sommes 4. Nous pouvons amener tel ou tel combat, et je suis d'accord avec les camarades. C'est qu'effectivement, on mènera
le combat qu'on pourra, avec nos moyens. Mais ça nécessite une autre réponse. Le combat, non seulement contre la loi de vrai, mais pour le maintien de la République, ça nécessite une réponse des laïcs que nous sommes, et ça veut dire effectivement, quels moyens nous nous donnons? Comment faire? Est-ce que c'est une feuille qu'on doit sortir? Comment on doit faire pour rassembler? Parce que même à l'intérieur aujourd'hui de la libre pensée, il y a des gens, je le connais, je me côtoie tous les jours, je conclus, il y a des gens qui effectivement, ils pensent comme nous, mais ils sont encore réticents. Qu'est-ce qu'on fait pour avancer dans ce sens-là? Parce qu'effectivement, l'objectif, c'est la loi de vrai, mais comment arriver? C'est avec les moyens qu'on doit se fournir nous-mêmes. Voilà, merci. Ensuite, je donnerai la parole à... Et Alain, tu m'as oublié. Alain, je m'étais inscrit juste avec... après lui. Ouais, donc je donne la parole ensuite à Marie-Jo et pour... à mon avis, pour recentrer un peu le débat sur les cléricaux sont de retour, ils siègent au gouvernement, je donnerai la parole à notre ami Laurent et la discussion pourra se poursuivre avec ensuite dans la présentation de ce que nous allons, comme dit Charlie, pour continuer, pour amplifier. Claire, ouais. Oui, la défense de la laïcité, la défense de la République, c'est la lutte contre la Ve République, comme l'a dit Michel Barbe tout à l'heure et mon camarade de Toulouse. Mais c'est aussi la défense des communes. Et je pense que c'est intéressant de voir de quelle façon il y a énormément de mines qui ont été glissées sous les communes avec la réforme territoriale et toutes les autres réformes pour les faire exploser. Et c'en est une de plus que ce texte sur les maternelles. Et donc, je vais essayer de développer ça. Je pense que le camarade qui a été intervenu sur... toi, là, je ne sais pas ton nom. J'ai une petite divergence avec lui quand il dit cette loi va représenter des sommes exorbitantes pour les communes. C'est ce qu'on peut penser au début, c'est-à-dire que les communes vont devoir payer, indemniser tous les parents qui vont mettre leurs gamins dans l'école privée. Sauf que beaucoup de communes, c'est déjà fait, mais pour la maternelle, beaucoup de communes sont maintenant, avec la démographie, la construction de logements pour avoir des impôts locaux dans leur territoire, etc., sont confrontées au problème de construire des écoles. Et j'ai été adjointe aux écoles dans une petite commune. Comment se passe la discussion? C'est réfléchir entre qu'est-ce qui coûte le moins. Est-ce que c'est construire une nouvelle école, construire une nouvelle classe, et embaucher des ATSEM, puisque maintenant les communes, il ne faut plus qu'elles embauchent, il faut qu'elles prennent sur le fonctionnement. Donc elles vont choisir beaucoup de petites écoles ou de communes, ou peut-être même de grandes communes, vont choisir plutôt la solution offerte par la réforme, c'est-à-dire financer les écoles privées pour qu'elles accueillent les gamins des communes. Je donne des conditions dans lesquelles sont actuellement accueillis mes petits-enfants. À Toulouse, 31 gamins dans la section des petits, et pas d'ATSEM l'après-midi. À Castelnau, donc ici près de Montpellier, mes enfants vont aller à l'école, c'est 31, 32. Les maternelles ont la possibilité d'aller jusqu'à 32. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, avec les ATSEM qui se divisent entre le périscolaire, avec la réforme des rythmes scolaires, donc on y met les ATSEM pour faire un peu moins de dépenses, entre le périscolaire et l'école. Donc, ce n'est pas forcément des sommes en plus. Pour certaines communes, elles vont faire le choix de sommes en moins. Et donc, ça veut dire que plein de petites communes vont perdre ce caractère laïque qu'elles avaient, ce pouvoir qu'elles avaient face aux curés dans les communes, et au contraire, elles vont retomber sous la coupe, comme c'était le cas dans l'Ancien Régime, sous la coupe de l'Église localement. C'est tout. Merci. La parole est maintenant à Marie-Jo et ensuite à Laura. Et ensuite on continuera. Monsieur, ça faisait un moment qu'il appelait. Après. Marie-Jo, non, Marie-Jo.
Marie-Jo. Mais Non, il nous faut 10 recentrer, secondes. Gilbert. Oui, oui. Tu t'inscriras. Je te donnerai la parole, il n'y a pas de souci. Marie-Jo. Ben, moi, je viens du feu groupe Marianne, qui a été dissous de force et rattaché à la P75. Donc, je n'ai pas accepté cette soumission et j'ai rejoint avec plaisir la LP93. Et on est désolé de vous dire qu'on est arrivé en force là chez vous. On est au moins 4 déjà. Voilà, moi j'ai juste une question à poser à l'Assemblée. Dans la commune de Noisy-le-Grand, dans le 93, un quartier nouveau est en train de se construire et donc il va y avoir une nouvelle école. Et dans cette nouvelle école, il est prévu non pas d'employer du personnel communal pour faire toutes les tâches hors enseignement, ATSEM, etc., le ménage, l'entretien, etc., mais de faire appel à une société privée qui va venir faire tout ce travail. Et donc ma question, est-ce l'Union européenne, notre chère Union européenne, qui le permet, ou est-ce illégal ? Merci Marie-Jo. Donc je vais donner la parole maintenant à Laurent et ensuite donc, à tous ceux qui sont inscrits. J'ai inscrit donc André, Gilbert et Gérard. Laurent. Laurent, j'y vais ou micro là. Merci. Je ne sais pas s'il y a besoin de micro. Oui. C'est bon. J'aime pas ça le micro. Bon. Alors, oui, donc je reprends, donc les gens qui sont inscrits reprendront la parole après moi. Hein. Je veux les ménager surtout. Mais c'est vrai qu'avant le repas, on avait un petit peu prévu quand même le déroulement de la journée, donc il faut mieux que je fasse le deuxième aspect, enfin, et puis il y a le troisième, il y a la guerre, mais le deuxième aspect, donc les cléricaux sont de retour. En effet, Alain disait qu'ils avaient titré dans le bulletin d'appel au 16 juin, donc les cléricaux sont de retour, ils siègent au gouvernement, et c'est vrai que c'était 15 jours après le discours de Macron au Bernardin, et que c'était, hélas, prémonitoire. Alors, sur quoi s'appuyait l'invitation des amis du groupe Victor Hugo pour faire cette déclaration? Alors, il s'appuyait sur le rapport Sénart-Nota, préparatoire à la loi Pacte, sur le thème « Entreprise et intérêt général ». Vous voyez déjà l'ambiance, hein, entreprise, intérêt général, donc tout le monde s'aime. Et le groupe Victor Hugo, donc, de citer la feuille patronale, la voix des entreprises, qui voit dans ce rapport, donc, Nota Sénart, le triomphe de la doctrine sociale de l'Église. Et je cite cette doctrine sociale de l'Église que vous connaissez, mais enfin qu'il est de bon ton de rappeler. Dans la société, il n'y a pas de capital sans travail, ni de travail sans capital. Deux classes sont destinées par la nature à s'unir harmonieusement dans un parfait équilibre. Une bonne ambiance. Mais bon, si je suis enclin à suivre le groupe Victor Hugo, je suis libre penseur comme vous, et aussi j'ai quand même été lire le rapport Nota quand même. Hein. Je dis, bon, je le crois, mais allons voir ce qu'il y a dedans. Alors 123 pages, fastidieux. Si ce que je vous dis peut vous éviter de le lire, bon, je vous rendrai un grand service. Donc en effet, dans ce rapport, mais fastidieux mais éclairant, hein, toutefois. Bon, il faut le lire jusqu'au bout, mais c'est quand même très éclairant. En effet, dans ce rapport, le monde de l'entreprise, vous en doutez, c'est pas un univers impitoyable. Hein. Il manque seulement d'un supplément d'âme. Je cite, « Les auditions ont confirmé le besoin d'une réflexion sur l'entreprise dans un contexte de financiarisation de l'économie et de court-termisme de certains investisseurs. » Donc, vous voyez, il y a quelques-uns qui vont un peu vite pour faire du fric. Mais ceci dit, le détenteur provisoire de capital n'a plus grand-chose à voir avec la figure de l'associé visé par le Code civil de 1804, puisqu'on est toujours, l'entreprise est toujours donc dirigée par ce Code civil de 1804. Alors, une conviction, dit le rapport, l'entreprise a une raison d'être et contribue à un intérêt collectif. Chaque entreprise a donc une raison d'être non réductible au profit, continue le rapport. Alors, il y a un petit problème qui soulève quand même. La majorité des Français sont méfiants vis-à-vis de l'entreprise, chose bizarre, qui est dépréciée. Et il faut donc lui donner à cette entreprise un supplément d'âme. Alors, c'est la RES. La RES, peut-être vous allez en entendre parler, ou peut-être que
ça va tomber aux oublis, c'est la responsabilité sociale et environnementale. Donc ça lui donne de la substance, une raison d'être, dit le rapport. Alors il faut ajouter au Code civil, la société doit être gérée, société capitaliste donc, doit être gérée dans son intérêt propre, il ne faut quand même pas l'oublier, on va quand même faire du profit, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Voilà, donc on lui redonne un supplément d'âme et ça devrait aller un peu mieux. Il y a une série de recommandations. Renforcer le nombre des administrateurs salariés dans les conseils d'administration de surveillance. Et pourquoi ? Parce que les salariés, dit le rapport, dans ces conseils apportent une contribution précieuse par leur compréhension de l'intérieur, leur connaissance des métiers, l'histoire de l'entreprise et leur attachement à sa continuité. La recherche économique montre que cette présence a un impact positif sur l'innovation. Les salariés doivent être reconnus comme partie constituante de l'entreprise, car ils investissent dans l'entreprise par leur travail et subissent les risques de son activité, quand même, il ne faut pas l'oublier. Alors on le voit, c'est l'association Capital-Travail. Ah, et vraiment, c'est pur jus. C'est vrai que la feuille patronale, et le groupe Victor Hugo avait raison, en effet, c'est l'association Capital-Travail en plein jus. Et ce rapport doit être la base donc de la loi Pacte, qui doit, dixit le site du gouvernement, repenser la place des entreprises dans la société et mieux associer les salariés à leurs résultats. Voilà donc le but du gouvernement. Donc nos amis du groupe Victor Hugo avaient raison. Et puis, il y a eu plus tard, 15 jours plus tard, donc ça, ils ne pouvaient pas le citer, le discours de Macron au Bernardin. Et alors là aussi, je suis allé le lire en entier. C'est moins long quand même, hein. C'est moins long. Il n'y a pas 162 pages, il y a quelques pages, mais c'est aussi éclairant. Alors ce qui est éclairant déjà, c'est les références littéraires et historiques qu'il cite. Alors il n'y va pas de main morte. Hein. Alors il cite Thierry Mounier, que vous connaissez, hein, père du personnalisme chrétien. Emmanuel, pardon. Dont un article... Oui, Thierry Mounier. Emmanuel. Dont un article dans La Croix se termine par ces mots « Assurément, il y a de la sainteté chez Mounier ». Il cite De Gaulle, il cite Delors, il cite Robert Schuman, père de l'Europe Vaticane, et même Georges Bidault, hein, chrétien notoire, certes, mais chef de l'OAS quand même, on s'en souvient. Mais vous savez, donc Emmanuel Macron n'a pas peur des références troublantes. Il ne vous a sans doute pas échappé, tu le citais tout à l'heure, que dans un documentaire de France 3, quand on lui demandait pourquoi il était aussi attiré par Versailles, et il a répondu que c'était le lieu où la République s'était retranchée quand elle était menacée. Et en effet, cette République qui s'est retranchée quand elle était menacée, c'est celle de Thiers. Hein, et c'est celle de Thiers qui a réprimé la commune et qui a déporté 4500 communards. On a les références qu'on peut, mais enfin, c'est des références inquiétantes quand même. Hein. Alors que nous dit Macron dans son discours et qui me laisse à penser que les combats laïcs vont être à l'ordre du jour, hein, et qu'il nous faudra une clarté, hein, une résolution, une détermination, une organisation convaincue qu'il est, dit-il, je le cite, que la CEF catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation. Et il insiste. Je suis convaincu que les liens les plus indestructibles entre la nation française et le catholicisme se sont forgés dans ces moments où est vérifiée la valeur réelle des hommes et des femmes. Il n'est pas besoin de remonter aux bâtisseurs des cathédrales et à Jeanne d'Arc. L'histoire récente nous offre 1000 exemples, depuis l'Union sacrée de 1914 jusqu'aux résistants de 40, des justes aux refondateurs de la République, il ne les oublie pas, aux pères de l'Europe, aux inventeurs du syndicalisme moderne. Il a tout en tête, hein. L'Europe, le syndicalisme, Delors, Schuman, il sait où il va. Et Macron, alors, ne fait pas simplement des genuflexions, il demande un soutien réel. Ne renoncez pas, dit-il, à la République que vous avez si fortement contribué à forger. Alors, je ne vois pas où il a vu ça. Enfin, peut-être la Cinquième République, qui n'est pas une République. Hein. Mais sinon, comme adversaires de la République et qui sont battus pour la Restauration, les cléricaux sont quand même là, hein, tout le XIXe siècle. Ne renoncez pas à cette Europe dont vous avez nourri le sens. Là, il a vraiment raison. Ne laissez pas en friche les terres que vous avez semées. Ne retirez pas à la République la rectitude précieuse que tant de fidèles anonymes apportent à leur vie de citoyens. Il y a au cœur de cet engagement
dans notre pays la part d'indignation et de confiance dans l'avenir que vous pouvez apporter. Donc intervenez, hein, intervenez directement. Et de décliner tous les sujets où l'Église peut bien sûr intervenir. Et l'accueil des réfugiés. Alors il parle de l'accueil des réfugiés, ou plutôt la chasse, hein, des réfugiés. Alors certes, il y a des limites, hein, dans la République. Il faut mettre la main dans la glaise, dit-il. Mais on peut se comprendre. Et il y aura toujours, dit-il, des situations difficiles. Il y aura parfois des situations inacceptables. Mais il faudra à chaque fois ensemble tout faire pour les résoudre. Pas de problème, hein. On va marcher ensemble, main dans la main là-dessus. La bioéthique. J'entends les recommandations que formulent les instances catholiques et les associations catholiques. La charité, alors c'est là qu'il va le plus loin. D'ailleurs, on l'entend maintenant avec son attaque contre tous les minima sociaux. Que dit-il ? C'est dans ce contexte de décrue des solidarités et de l'espoir que les catholiques se sont massivement tournés vers l'action associative, vers l'engagement. Vous êtes aujourd'hui une composante majeure de cette partie de la nation qui a décidé de s'occuper de l'autre partie. Nous avons vu des témoignages très émouvants tout à l'heure, celles des malades, des isolés, des déclassés, des vulnérables, des abandonnés, des handicapés, des prisonniers, quelle que soit leur appartenance ethnique ou religieuse. Oui, on croit rêver hein, quand on entend tout ça. Hein. Vous êtes passé des activités de travailleurs sociaux à celles de militants associatifs, se tenant auprès de la part fragile de notre pays, que les associations où les catholiques s'engagent, soient explicitement catholiques ou pas, comme les Restos du Cœur. Donc c'est carrément... On voit bien l'abandon total qui fait hein, ce pognon fou, hein, dit-il, dépensé pour rien, et il en appelle directement à la charité. On en revient donc à l'Ancien Régime. C'est exactement ça. Il dit donc, intervenez, je vous écoute, et prenez en charge les déshérités, hein, les vulnérables, les déclassés, les isolés, les abandonnés, les prisonniers. Voilà. Il est midi. On a faim ? Non, mais il faut avancer après pour le... Ah, bah attends, je termine. Donc, et pour moi, bien sûr, il a cette phrase clé. Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons, vous et moi, bravé les sceptiques de chaque bord, et si nous l'avons fait, c'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe, comme moi, de le réparer. Ça annonce la révision de la loi de 1905. Alors, excusez-moi, les citations sont assez longues, donc je vais un peu tronquer mon exposé parce que je voulais vous en faire une autre aussi longue, mais d'un meilleur acabit, c'était Anatole France, mais enfin, je passe sur ça. Mais je pense qu'il nous faut maintenant, en effet, les attaques vont être, quand on lit hein, le rapport Notat, quand on suit la loi Pacte, quand on lit le rapport... je vous engage à le relire, hein, je vous en ai lu quelques citations, écoutez, infusez-vous les autres, mais quand on lit le sermon donc, de Macron devant les évêques, il est vrai qu'il y a une attaque fondamentale qui va se faire, qui est en train de se faire, que nous vivons contre la laïcité, contre la République. Et je pense qu'en effet, ça a déjà été évoqué ici, je pense que ce combat-là, on ne peut pas le mener localement. Et on peut mener localement, en effet, des combats contre les crèches. Je pense qu'il nous faut une forme de rassemblement libre, hein, souple, qui prenne la forme, par exemple, d'un bulletin où on pourrait, par exemple, décortiquer les attaques, les relations entre l'État et la République qui sont en train de se mener. Parce qu'en fait, bon, je vous ai cité ça, mais on n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas grand-chose. Hein. Il faut vraiment aller chercher, il faut aller lire la Croix, il faut aller sur les réseaux, il faut aller lire les feuilles gouvernementales. Je pense qu'on doit mener ce travail et que ça paraisse assez régulièrement dans un bulletin que nous éditerions, parce qu'il faut qu'on fasse ce travail de recherche. Il n'est pas fait, et pourtant, moi je dis, nous sommes au bord de l'abîme. Hein. On est vraiment en train de brader tout ce qui a été conquis en matière de laïcité, et donc je suis vraiment inquiet pour l'avenir, donc je pense qu'il faudrait que ça prenne cette forme. Je vous remercie. Merci Laurent. Donc nous reprenons avec maintenant, donc c'est André. Tu as la parole. Bonjour. Je voudrais, donc André, syndicaliste enseignant en Gironde, je voudrais parler de la question des associations et autres bénévoles masqués qui interviennent de plus en plus dans les établissements scolaires.
Donc, en Gironde, il y a un collège, donc collège du Paty de Blanquefort. On en a parlé dans le journal Sud-Ouest, il y a eu un article. Dans ce collège, donc, était mis en œuvre ce qu'on appelle un EPI. Donc, un EPI, c'est un enseignement pratique interdisciplinaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est arrivé avec la réforme du collège. Donc, bien sûr, c'est une offensive majeure, ces EPI, contre les enseignements disciplinaires, mais ça ouvre aussi la voie à l'entrée des associations dans les établissements scolaires. Donc, cet EPI se titrait Les migrations en question au collège. Donc, en question. Bon, dans le court sujet qui est proposé par les enseignants, il y a quand même des références explicites donc, à la doctrine sociale de l'Église. Donc, l'homme appartient à une communauté de destin. On retrouve les formulations. Et donc, l'article du Sud-Ouest donc, qui présente cet épi, puisque c'est sorti sur le Sud-Ouest, avec une photo. Donc, dans la photo, on voit donc 3 personnes, donc une jeune femme donc, qui porte un foulard, qui interviennent face aux élèves. Et ces intervenants se réclament d'une association Syrie démocrate 33, soutenue donc ouvertement par Juppé, qui au préalable avait manifesté dans Place de la Victoire à Bordeaux dans le cadre de manifestations anti-Bachar avec des mots d'ordre ouvertement islamistes. Et c'est en ligne, il y a les vidéos. Donc nous sommes intervenus devant M. le recteur en lui disant qu'il y a des associations qui interviennent dans les établissements scolaires. Il nous a répondu mais qu'il n'avait aucun contrôle sur les associations. Et donc on comprend bien que ça relève de l'autonomie des établissements qui décident ou pas d'organiser la venue d'associations ou d'intervenants dans les établissements scolaires. En collège, il y a aussi donc, ce dispositif dit aide aux devoirs qui s'est mis en place et qui permet à des bénévoles ou à des associations, disons, reconnues. Mais bon, si les associations ne sont pas reconnues, elles avancent masquées. Donc elles envoient des bénévoles qui interviennent dans les établissements scolaires pour aider les élèves aux devoirs. Mais ça, c'est hors contrôle. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas du tout ce que ces intervenants, de quoi ils parlent avec les élèves dans le cadre de cette aide aux devoirs. On a parlé de la réforme des maternelles, mais il y a aussi un aspect. C'est la question du statut des ATSEM qui a été modifié et qui fait qu'effectivement, elles peuvent intervenir maintenant sur un plan pédagogique. Et donc, effectivement, on retire des missions historiques aux instituteurs, aux fins professeurs des écoles, qui est d'enseigner, pour confier ces missions aux ATSEM, et on transforme donc ces instituteurs en supérieurs hiérarchiques des ATSEM. Enfin, vraiment, c'est un bouleversement sans précédent. Donc voilà, je tenais à évoquer ces questions. Merci André. Gilbert, Gérard et Didier. Et après, on clôt et je... Oui. Gilbert, c'est à toi. Ce sera court. J'ai d'abord une question à poser. C'est de savoir combien de signataires de l'appel aux laïcs nous sommes. Moi, je suis dans le Vaucluse. J'ai signé l'appel. Je n'ai pas fait grand-chose du point de vue de la défense de la laïcité, sinon que j'ai appartenu à la libre pensée pendant des années, puis j'en ai démissionné il y a 3 ans, à la fois pour des raisons financières et puis parce que je ne voyais plus. Bon. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir où nous en sommes nationalement, combien de signatures nous avons. Je voudrais que le camarade Alain se déstresse. La discussion a avancé. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Je voudrais dire simplement que je souscris en particulier à la proposition du camarade qui vient de s'exprimer à la tribune, sur les cléricaux sont de retour. Je trouve que l'idée d'un bulletin est une très bonne idée, pour la raison suivante, c'est que moi, le discours de Macron par rapport à l'Église, je m'en étais tenu à la formule il faut resserrer les liens de l'Église et de l'État. Bon, mais tout ce qu'il a exprimé là rapidement, les citations qu'il a faites dans les 2 rapports là, je trouve ça explosif. C'est Pétain, c'est, enfin, je sais pas, on peut le qualifier de toutes sortes, c'est pire que tout. Voilà. J'ai entendu l'intervention de mon camarade et ami Barbe, et comme je suis un admirateur et un passionné de ce qu'il dit, même quand il parle longuement, je trouve qu'il a posé les questions de fond, y compris les questions posées par le camarade de Toulouse. Il faut avancer de ce point de vue, donner un caractère un peu plus général à ce que nous faisons. Pour moi, c'était un peu parcellaire. Bon, pour l'instant, dans le Vaucluse, on n'a pas vraiment démarré, c'est pour des raisons que je ne vais pas expliquer ici. Mais c'est vrai qu'on est attentif à ce que les camarades de l'Hérault ont commencé à faire. Et puis voilà, il y a un regroupement qui est en train de se faire et qui est sur des bases, à mon avis, saines.
saine. Voilà. Merci Gilbert. Gérard. Oui, j'ai parlé. J'ai pris la parole, mais d'abord j'étais délégué pour prendre la parole des DDEN. Hein. Ça n'a rien à voir avec mes interventions personnelles. Hein. Je ne voudrais pas qu'on me fasse d'amalgame. Ou alors on est dans le droit fil de notre ami Echen. Hein. Bon, mais je ne voudrais pas faire d'attaque personnelle là. Hein. Attention. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Michel. Je crois que c'est fondamental, à savoir que la Ve République est née d'un coup d'État. Ne l'oublions pas. Déjà, la première chose. Et qu'en 1959, la loi Debré est apparue. C'est-à-dire 1 an après le coup d'État de notre ami Charles de Gaulle. Hein. Notre ami. Hein. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Non, mais je crois que c'est extrêmement important. Et de là, tout découle depuis un enchaînement, avec même la reprise par les socialistes sous Mitterrand de l'abandon, quelque part, de notre mise à distance de la laïcité. Moi, je crois qu'il faut être clair aussi. Hein. Les différents gouvernements, y compris socialistes, n'ont pas été des battants par rapport à la laïcité. Et la loi de 1905, elle se détricote petit à petit depuis cette période-là. Je crois qu'il faut l'entendre. Hein. Ce n'est pas qu'une histoire actuelle. Ce n'est pas de l'ici et maintenant, ça remonte 60 ans en arrière. Voilà. Après cette mise au point, je crois quand même que par rapport, il y a un gros problème par rapport, il a été parlé du transfert de compétences par rapport aux communes, par rapport au territoire, que ce soit la région, le département et les communes. Là, je crois qu'il y a un dessaisissement de l'État qui est extrêmement important et qui s'accentue pour, effectivement, mettre à bas le statut de l'éducation nationale. Je crois qu'il faut être clair, là aussi. Il y a quand même à se battre sur quelque chose de très précis. L'État veut faire en sorte qu'il n'y ait plus de statut et que les fonctionnaires de l'éducation nationale ne soient plus des fonctionnaires, de façon à ce qu'ils soient taillables et convaillables à merci, comme dans le privé. Hein. Je crois que, quelque part, on est aussi dans cette dynamique-là. Je crois il est extrêmement important de se battre contre l'école, contre la religion catholique, mais je crois qu'on doit parler de toutes les religions. Il n'y a pas une seule religion qui doit nous échapper. Et on ne doit pas stigmatiser, et on ne doit pas privilégier une religion par rapport à d'autres. Je voudrais quand même, et on en parle de plus en plus, et je crois que c'est extrêmement important. Actuellement, il y a de moins en moins de demandes d'écoles privées pour demander un contrat. Ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'on est en train de créer, par le biais du fait qu'on peut dispenser de l'enseignement à la maison, on est en train de créer des écoles hors contrat, et en particulier énormément d'écoles coraniques. Énormément. Il ne faudrait pas l'oublier, là. Hein. Je crois qu'il ne faut pas non plus privilégier une seule religion au détriment des autres. Moi, je suis contre le fait, comme a été dit tout à l'heure, le 93, par rapport à l'école juive. Il ne faut pas tomber dans une stigmatisation par rapport à ça. Là, je ne comprends pas trop. Hein. Sinon, on va reproduire certaines choses que le passé, qui n'est pas si lointain, est encore en train de se réactiver avec la mise en place dans les différents pays de l'Europe d'un gouvernement fasciste, de plus en plus fasciste. Je crois que c'est très clair. Et l'Europe, il faut se battre contre l'Europe, parce que c'est l'Europe qui est à la source de tout ça. On dilue les responsabilités. L'État les dilue par rapport aux différentes collectivités locales, mais l'État est dilué dans l'Europe. Je crois que là aussi, il y a un combat extrêmement important. Bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais je ne vais pas le faire. Voilà. Merci. Gérard, la parole à Didier, et ensuite Michel Vincent sera la dernière inscrite. Didier Chagne. Oui, moi je voudrais appuyer l'intervention sur la question des cléricaux sont de retour, parce que leur retour, ça a une incidence directe sur ce que travailleurs, militants, nous vivons dans la lutte des classes. Si nous regardons ce qui se passe à la SNCF, par exemple,
vous avez un conflit où, à la base, il y a une détermination certaine, et en même temps, cette détermination est encadrée par un dispositif qui ne permet pas l'émancipation précisément des travailleurs. Quel est ce dispositif? C'est la concertation. D'où ça vient, la concertation? Ben, mes camarades, c'est la doctrine sociale de l'Église. C'est la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire que cette Ve République, qui, en 1969, a été empêchée de mettre en place un Sénat économique et social où elle comptait ligoter les organisations syndicales au profit du patronat, cette Ve République, avec ce nouveau président Macron, souligne les traits de ses origines, c'est-à-dire une république monarchiste pour discipliner la classe ouvrière et l'empêcher de pouvoir s'exprimer, l'empêcher de pouvoir s'organiser même. Or là, on est dans cette situation aujourd'hui. Et donc, nous, comme libres penseurs, effectivement, nous avons tout intérêt à faire circuler ces questions. Faire circuler ces questions. L'intervention que tout le monde a vue et qui a indigné tout le monde, Macron tapant sur la table en disant on dépense un fric, un pognon de dingue pour les minima sociaux, lequel Macron n'a pas utilisé un pognon de dingue pour alimenter l'ISF et compagnie. Bon, cette indignation, il faut pouvoir effectivement lui donner un prolongement. Et lui donner un prolongement, c'est la question, c'est que nous, pour nous, en 1870, la République ne s'est pas réfugiée à Versailles, la République, c'était la Commune de Paris. Et la question qui est posée aujourd'hui, face à ce gouvernement, qui est un gouvernement de retour des cléricaux, c'est, pour la classe ouvrière, pouvoir poser les jalons d'un gouvernement ouvrier, d'une commune de Paris, effectivement. Merci Didier. La parole à Michel. Oui, moi je vais être très courte. Effectivement, les cléricaux sont de retour, ça c'est une évidence. Mais je crois qu'à la libre pensée, il y a un grand combat qu'il va falloir qu'on mène, c'est le combat contre le système capitaliste. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de la privatisation d'un certain nombre de choses dans l'enseignement. Moi je me bats pour la question des hôpitaux. Dans les hôpitaux, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans la fin des services publics avec, entre autres dans les hôpitaux, maintenant le bio-nettoyage est fait par des entreprises privées. Il n'y a plus d'ASH, ce sont des entreprises privées qui viennent faire le ménage. Donc effectivement, je pense qu'il y a enfin, le combat est le même, hein, le combat est tout à fait identique, mais je crois que vraiment la grande religion aujourd'hui contre laquelle il faudra se battre, c'est le système capitaliste. Merci Michel. Donc, oui, Patrick. Simplement pour vous... Pendant le repas, vous allez peut-être pouvoir discuter. Une proposition que je peux vous faire. Donc, on a entendu un peu tous les désaccords qu'on peut avoir avec la Fédération nationale, mais on n'est pas tous fâchés avec la Fédération nationale en espérant qu'un jour les choses bougent et peut-être au Congrès. Mais bien entendu, il faut être unis. Alors, comme vous pouvez le constater, moi, mon métier, c'est un peu la technique. Je gère le site du Chiffon Rouge du Lauragais. On fait des émissions radio avec les camarades de la Haute-Garonne et du Tarn. Je pense que je vais vous soumettre cette proposition. L'idée de Madame Vincent, qui était la libre et comment vous avez dit libres et pensées. Moi, je pourrais peut-être vous proposer de créer un collectif
sur un site internet de telle sorte à ce qu'on soit visible, parce que c'est comme ça que l'on pourra s'unir, qu'on pourra avoir tous le lien ensemble, peut-être un collectif du genre la Libre Pensée Indépendante, ou je ne sais pas, c'est vous qui pouvez décider, vu que la plupart, je suppose, ont des sites. Sur le point de vue du travail, ça ne demanderait pas beaucoup de choses, il suffirait de remettre des liens, et quand vous avez des communiqués à mettre en avant, on pourrait les mettre en avant et les diffuser. Hein. Et deuxième point, la pétition qui a été lancée actuellement par notre camarade Alain, c'est très bien, la pétition papier, mais il faut aller plus loin. Hein. Je pense qu'il faut la mettre sur Internet et la diffuser sur Internet pour augmenter et amplifier cette pétition. Voilà. Vous en parlez pendant le repas, et après, s'il faut le mettre en place, on verra comment on peut faire avec Alain. Merci Patrick. Je te remercie aussi parce que tu as enregistré toutes les interventions, et c'est très important parce que nous les publierons toutes in extenso dans le bulletin, justement, qui ne sera pas papier, qui sera un bulletin donc, sur Internet, parce que papier, ce serait trop cher, mais on peut aussi en faire quelques exemplaires papier. Donc, toutes vos interventions, toutes nos interventions, tous ceux qui sont intervenus expriment la volonté, en fait, de défendre la laïcité de l'école et de l'État, d'abroger la loi Debré, toutes les lois anti-laïques, et bien sûr de s'opposer à son extension, à l'extension de la loi Debré aux maternelles confessionnelles. Je ne dis pas simplement maternelle catholique, je dis maternelle confessionnelle parce que bon, c'est de manière plus globale. Et donc, disons, le souci que vous exprimez, que nous exprimons tous ici, puisque nous sommes 80, nous sommes, disons, une vingtaine donc de délégations de différents départements, atteste que le combat laïque est à l'ordre du jour. On pose la question, combien y a-t-il actuellement de signataires sur l'appel maternel lancé par le groupe Victor Hugo? Il y en a... non, c'était sur... L'appel au laïc. Voilà, l'appel au laïc, il y en a plus de 300, il y en a 350. Il y en a 350 parce qu'il y a une dernière liste d'une cinquantaine qui n'a pas été publiée, mais que nous allons publier, 350. Du point de vue signataire donc, de l'appel ici maternel, donc, il y en a plusieurs centaines. Dans l'Hérault, il y en a à peu près 150, 160. Pas toutes publiques, hein, je dis bien. Mais vous avez quand même des personnalités comme François Liberty, qui a été maire de Sète, qui a été député PCF, qui est actuellement... non, il n'est plus conseiller départemental, il a cédé sa délégation, mais qui a des responsabilités d'élu d'opposition dans la municipalité de Sète, qui a pris position. D'autres élus aussi ont pris position, et ça, c'est extrêmement important. De la même manière, je pense qu'il faut... le fait que nous ayons lancé cette pétition... au départ, même, c'était une déclaration, et je sais que mon ami François Standaer dans la Somme, à son tour, dans son syndicat, ou c'est peut-être même dans son groupe Libre Penseur, a repris donc, notre idée et a fait sa propre déclaration donc, qui allait dans le même sens avec des mots différents, avec des formulations différentes, mais qui visait justement le fait de combattre l'extension de la loi Debré aux écoles maternelles confessionnelles. De la même manière, la Côte d'Or s'est inspirée de notre pétition, donc de notre appel. C'est pas simplement une pétition, c'est un appel. Et donc, disons même, tout à l'heure, je vous ai lu la formulation, a très bien dit, a très bien exprimé son opposition. Et tous ces combats, si vous voulez, sont en train de se développer. Moi, je pense qu'il faut prendre en charge nous-mêmes, parce que bon, certains ont dit... je n'ai pas fait beaucoup signer, ou il faudrait faire signer. Oui, il faut que nous-mêmes, disons, nous prenions en charge cet appel, que nous le fassions signer un peu partout. Voilà, donc, je vais vous lire maintenant ce qui serait en quelque sorte le chapeau pour reprendre et amplifier notre appel pour le faire signer très largement, y compris par Internet, sur un site, etc. Je suis d'accord avec toi, Patrick. Donc, je vais vous lire donc, le chapeau qui pourrait, disons, être, disons, qui permettrait de relancer et d'amplifier cette bataille-là qui devient aujourd'hui une bataille concrète pour l'abrogation de la loi Debré,
par le canal, disons, de non à l'extension, contre la forfaiture que serait l'extension de la loi Debré aux écoles maternelles confessionnelles. Voilà donc le chapeau que je soumets à votre réflexion, à votre discussion, s'il y a d'éventuelles modifications à apporter. 80 militants laïcs et libres penseurs réunis à Moguio dans l'Hérault, après en avoir débattu fraternellement, et j'insiste sur le mot fraternel, parce que la fraternité, c'est quand même le fondement aussi de nos débats, appellent les laïcs, les enseignants, les parents, les élus, les syndicalistes à contresigner l'appel ci-dessous pour que le gouvernement renonce à son funeste projet d'extension de la loi Debré de financer les écoles maternelles privées confessionnelles sous contrat. Partisans de l'abrogation de la loi Debré et de toutes les lois anti-laïques qui la prolongent, attachés aux principes républicains, fonds publics à l'école publique, à école privée, fonds privés, nous nous opposons à toute nouvelle extension de cette loi. Nous appelons à signer et à faire signer partout, dans tout le pays, notre appel. Nous appelons à organiser partout l'enquête, ce que disait tout à l'heure Laurent Tribouillard, l'enquête sur ce qui représenterait l'extension de cette loi, notamment pour les communes déjà frappées par les fermetures de classes. Nous ouvrirons un site internet de signature. Voilà, oui, Michel. Moi, je suis contre le mot que le gouvernement renonce, parce que là, on est à genoux devant lui. C'est pour le retrait. Le retrait, on ne renonce plus. Il y a une connotation de supplique au prince. C'est au début, ouais. Au petit prince. T'exagères un peu, là. Ça va changer ta phrase, mais enfin bon. Nous opposons à toute nouvelle extension, nous appelons à signer, faire signer. Le gouvernement retire. Pour que le gouvernement retire. Oui, retire. C'est le retrait, comme tu dis. Voilà. Bonsoir. Quand tu as lu, moi j'ai eu l'impression que tu avais écrit que avec le projet Macron là, sur l'école maternelle, qu'à partir de maintenant, l'école maternelle serait financée par l'État, alors qu'elle l'est déjà en partie. Donc il pense qu'il faut un peu modifier. Mais je ne sais plus comment tu l'as écrit. Donc, je vais le relire. 80 oui. laïcs et libres penseurs réunis à Moguio dans l'Hérault, après en avoir fraternellement débattu, appellent les laïcs, les enseignants, les parents, les élus, les syndicalistes à contresigner l'appel ci-dessous pour que le gouvernement retire son funeste projet d'extension de la loi Debré de financer les écoles maternelles privées confessionnelles sous contrat. Partisans de la progression. C'est là que tu... C'est là. Il faudrait trouver une formule qui dise c'est un nouveau cadeau fait à l'école privée. Retire son funeste projet d'extension de la loi Debré. D'extension du financement peut-être. D'extension. On a déjà extension de la loi Debré. Désolé, quand on n'a pas le texte devant les yeux. Scolarisation à l'école privée. Encore plus. Oui, peut-être. Oh ben on va reprendre l'extension, tant pis. D'extension. Ou l'aggravation. Du financement. Du financement public des écoles maternelles privées confessionnelles sous contrat. Comment tu dis, Nicolas? Retire son projet funeste d'extension de la loi Debré, d'accroître le financement. Tu as un nom d'accroissement. D'accroissement, d'extension, tant pis, on va alors, où c'est que ça a répété, où ça? D'élargissement, bah oui, d'élargissement. D'élargissement. C'est maternelle qu'il faut répéter. Il y a extension de la loi Debré pour accroître le financement des maternelles qui est déjà commencé. D'élargissement du financement public des écoles maternelles privées confessionnelles sous contrat. Tu dis, toi, c'est ça? J'arrive pas à lire, j'arrive pas à suivre. Ah oui, mais c'est écrit comme ça. Michel, ouais.
Ouais. Au travers de l'obligation faite aux communes de financer toutes les écoles maternelles privées. Au travers de l'obligation faite aux communes de financer la scolarité des élèves. C'est ça. La scolarité des enfants des écoles privées maternelles professionnelles. Des enfants des écoles privées maternelles confessionnelles. Écoles maternelles privées et confessionnelles. Les écoles maternelles privées et confessionnelles. Ok. Il y avait à son funeste projet d'extension de la loi Debré. Ouais. Oui, Simon. À la première phrase, 80. Ouais, militant laïque et libre penseur. Voilà. Je suggère qu'on rajoute venu de 21 départements parce que ça donne un autre caractère à notre assemblée. C'est écrit de 21 départements. Venu. Non, mais dans la même phrase. Département. Voilà. De 21 départements, réunis à Mobio, après en avoir fraternellement débattu, appelle les laïcs, les enseignants, les parents, les élus, les syndicalistes à contresigner l'appel ci-dessous pour que le gouvernement retire son funeste projet d'extension de la loi Debré, au travers de l'obligation faite aux communes de financer la scolarité des enfants des écoles maternelles privées et confessionnelles. Partisan de l'abrogation de la loi Debré de toutes les lois anti-laïques qui la prolongent, attaché aux principes républicains, fonds publics à école publique, à école privée, fonds privés, nous nous opposons à toute nouvelle extension de cette loi. Nous appelons à faire signer partout, dans tout le pays, notre appel. Nous appelons à organiser partout l'enquête sur ce qui représenterait l'extension de cette loi, notamment pour les communes déjà frappées par les fermetures de classes. Nous ouvrons un site internet de signature. Les parents, les enseignants, etc. Est-ce qu'on peut pas mettre les citoyens aussi, toi? Oui, bien dans sûr. l'esprit républicain de Appelle les laïcs, les citoyens, les enseignants, parents, élus, syndicalistes à contresigner. Jacques? Oui, ce que je voulais dire, pour reprendre ce que disait le camarade de la Somme, le financement, y compris des écoles maternelles, il doit exister dans certaines communes. Je vois, il y a des conventions qui sont passées par l'OGEC, l'organisme de gestion, l'office de gestion de l'enseignement catholique et des municipalités, qui, il y a fort à parier, je crois qu'il y a une enquête à mener là-dessus, hein, c'est un des premiers boulots à faire, c'est d'aller au renseignement sur ces conventions entre l'OGEC et certaines municipalités qui vont sans doute nous déceler déjà des financements détournés comme dans l'esprit de ce qu'on cherche. Oui, tu as raison, ça fait partie de l'enquête parce que, par exemple, sur Montpellier, depuis les mandatures de Georges Frêche, mais continuées ensuite par Mme Mandrou et aujourd'hui par Sorel, maire de Montpellier. Donc, vous avez, d'ailleurs, c'était Mme Gossin qui était à ce moment-là la directrice de l'enseignement confessionnel, qui remerciait, et le journal de la ville de Montpellier, d'ailleurs, s'en vantait, le mettait en exergue, en valeur, se vantait, remercier la ville de Montpellier de participer ou de subventionner, parce que je crois que ça prenait la forme de subvention,
des écoles confessionnelles de la ville de Montpellier. Et donc, Mme Gossin, qui était la directrice à ce moment-là de l'enseignement confessionnel, remerciait la ville et notamment la municipalité de Georges Frêche qui outrepassait, si vous voulez, y compris ce que la loi autorisait. Mais c'était déguisé sous forme de subvention. Voilà, donc ça fait partie de l'enquête. Je vais mettre au vote. Qui est pour? Baissez les bras. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, unanimité donc, et une abstention. Si tu veux, oui, vas-y, Joseph. J'ai entendu tout à l'heure le docteur qui parlait d'une action anticapitalisme. Il y a une contradiction dans votre motion, c'est-à-dire que vous dites fonds privés à l'école privée et fonds publics au public. Mais si vous continuez à dire fonds privés à l'école privée, vous continuez ce capitalisme. C'est-à-dire, il ne faut plus qu'il y ait d'écoles privées. Si on est contre le capitalisme, il n'y a plus d'écoles privées. Donc, il n'y a pas à dire fonds privés à l'école privée. C'est pour ça que je m'abstiens. Tout à l'heure, je parlais de Moguio, ma commune. Je peux vous dire précisément les choses. Je me souviens qu'avant le vote de la loi Debré du 31 décembre 1959, l'école Jeanne d'Arc de Moguio, allait déposer le bilan. Parce que les patrons, ils n'aiment pas payer. Et donc l'école privée Jeanne d'Arc, l'école confessionnelle catholique Jeanne d'Arc de Moguio, qui ne vivait que des subsides donnés par les patrons, et comme les patrons ne donnaient pratiquement plus rien, l'école avait été réduite à une seule classe, et allait déposer le bilan. Et c'est la loi Debré, précisément le 31 décembre 1959, qui a remis en selle l'école catholique de Moguio, Jeanne d'Arc, qui a aujourd'hui 5 classes, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, et disons, et c'est de l'argent public qui est détourné de l'école publique. Et ensuite, donc, ça veut dire, ça se traduit par des fermetures de classes. Par exemple, sur 7, nous avons fait signer, j'ai vu, dans 2 écoles maternelles, l'école maternelle Michelet, où il y a une fermeture de classe. Dans une autre école maternelle, je sais qu'il y a aussi une autre fermeture de classe. L'année dernière, il y a 2 ans, il y avait eu une fermeture de classe dans une école publique de 7. Je sais qu'actuellement, sur 7, il y a au moins 7 ou 8 classes qui vont être fermées. Dans l'Hérault, il y a des syndicalistes qui pourraient nous en donner le nombre. Donc, si vous voulez, cet argent public à l'école publique. Les écoles privées confessionnelles qui se démerdent. Oui, si je peux rajouter quelque chose à ce que vient de dire Alain, et pour répondre aux camarades qui ne m'écoutent pas, j'aimerais bien qu'ils m'écoutent. La libre pensée, c'est aussi la liberté de conscience. Il ne faut quand même pas oublier qu'on n'interdit pas à des parents d'élèves de mettre les enfants dans le privé. Ils ont le droit le plus strict. Par contre, école privée, attention, ne veut pas dire grand groupe international capitaliste voilà. Bon, dans les cliniques, on pourrait le dire. Hein. Maintenant, ce sont des grands groupes internationaux qui créent des cliniques et tout ça. Ça ne veut pas dire spéculation financière. Il ne faut pas tout mélanger. Hein. Il faut quand même on est quand même à la libre pensée les premiers à défendre la liberté de conscience. Et heureusement. Sinon, effectivement, on ne serait pas là. Voilà, donc la séance de ce matin est levée. Donc nous allons passer à l'apéritif. Nos amis vont agrémenter, Nicole et Michel d'Innocera vont agrémenter
l'apéritif par leurs chansons. C'est des chansons du répertoire de Gaston Coutet. Gaston Coutet qui est mort très jeune, qui est mort à 31 ans, qui était un poète paysan. On l'a comparé à Rimbaud, on disait que c'était le Rimbaud paysan. Donc place maintenant à nos amis artistes, Nicole et Michel, au pupitre si je puis dire, mais c'est les pupitres de musique.